Bonjour à toutes et à tous et bonne année 2025 et bienvenue à vous sur le podcast MacPlanet issu du site web macplanet.com et de la chaîne YouTube qui monte MacPlanet. Et donc je vous invite aussi à consulter et le site macplanet.com et le forum.macplanet.com et la chaîne YouTube macplanet.com donc en 2025. Alors la question que j'ai voulu donc mettre en avant cette année, pour le premier épisode, c'est une question qui revient assez fréquemment, c'est que faut-il choisir entre un Mac portable, donc j'entends un MacBook Air, un MacBook Pro, puisque c'est la gamme, et que faut-il choisir donc entre un Mac portable et un Mac de bureau en 2025. Mac de bureau, qu'est-ce qu'on entend par là? iMac 24 pouces, puisqu'il n'existe pas encore de version 27 pouces avec processeur M, ou Mac Mini, ou Mac Studio, ou Mac Pro, l'exception, dont on parlera un petit peu plus tard. Donc voilà. Donc, avant, on avait coutume de dire que, bon, bah, on prenait un Mac portable, MacBook Air, MacBook Pro, pour un usage nomade, parce que, évidemment, vous le savez, hein, le Mac portable, on peut l'emmener partout, on peut le brancher partout, et on peut travailler avec partout. Puis on disait, bah, il faut un Mac de bureau, donc un iMac, un Mac Studio ou autre, pour un usage sédentaire. Donc voilà, vous faites du montage vidéo, vous faites de l'enregistrement audio, voilà, du graphisme. On disait, bon ben voilà, le Mac de bureau est plus puissant, il est idéal pour les usages sédentaires. Quand on a un peu de place, quand on a un bureau avec un peu de place pour travailler, idéalement, c'était vraiment super. Maintenant, j'ai tendance à dire en 2025 que la segmentation, elle a vraiment changé. Pour moi, la frontière, elle est totalement floue, voire inexistante, hein. Il n'y a plus de frontière entre il y a plus de frontière entre le Mac de bureau et le Mac portable. La seule chose qui change entre les deux, c'est le form factor. C'est-à-dire que vous allez acheter un Mac de bureau, bah, soit vous allez avoir un iMac avec l'écran intégré et tout ce qui et la petite carte mère à l'intérieur, le clavier et la souris, très bien, vous allez avoir un tout en un. Soit vous allez acheter un Mac de bureau avec un Mac mini et un Mac studio auquel il faudra ajouter forcément clavier, souris et écran. Mais voilà, donc ça c'est pour le Mac de bureau. Mais ce qui est intéressant, c'est que, comme je l'ai dit, c'est uniquement l'emballage qui change. Parce qu'avec la convergence des puces M1, M2, M3, M4, les deux configurations délivrent la même puissance. C'est-à-dire que la seule chose qui change, c'est le form factor, comme je l'ai dit, c'est l'emballage. Mais la puissance est la même. Donc le choix, le choix entre la plateforme MacBook, donc le portable, ou le Mac de bureau, c'est pas vraiment un choix en fait. Ça va vraiment, comment dirais-je, c'est pas l'usage qui va déterminer le choix, c'est pas la puissance qui va déterminer le choix, c'est vraiment à la limite presque un goût esthétique. Et puis éventuellement, si vous savez que vous êtes très mobile, ben, vous allez plutôt opter pour un MacBook plutôt que pour un iMac. Mais sinon, en termes de puissance et en termes d'usage, les deux configurations se valent. Mais vraiment, elles se valent. À l'exception vraiment du Mac Pro, qui lui est vraiment un cas à part. Puisque lui, c'est vraiment la machine évolutive. C'est la seule machine évolutive de la gamme d'ailleurs, hein, puisqu'on peut ajouter des cartes, enlever des cartes, faire évoluer la configuration, ajouter de la mémoire, etc. Mais ça, c'est le cas à part. Le Mac Pro, peu de gens achètent un Mac Pro puisque la puissance délivrée par un MacBook Air, par exemple, M3, est largement suffisante pour tous les usages. Bon. Donc, il n'y a plus de segmentation entre l'usage donc, sédentaire, donc on dédiait à la maison ou dans son bureau un bureau pour son Mac. Donc, il n'y a plus vraiment de différence entre l'usage sédentaire et l'usage mobile, j'ai envie de dire, puisque ça, c'est vraiment vos propres critères qui vont définir le choix. Qu'est-ce qui est vraiment important? C'est la puissance. La puissance, on la retrouve dans les deux configurations, ça je l'ai déjà dit. Vous allez accéder aux mêmes applications, aux mêmes jeux, aux mêmes configurations.
au même type d'installation sur les deux plateformes. Les deux, donc le portable ou le bureau, les deux sont très peu bruyants, voire quasiment il n'y a quasiment aucun bruit, hein, puisque, par exemple, dans un MacBook Air, il n'y a pas de ventilateur. Mais dans un iMac, il y a un ventilateur, mais il s'allume très 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 peu. Donc vous allez dans les deux cas de figure, le ventilateur va rarement se déclencher en cas d'usage extrême, sauf si vous faites du montage vidéo vraiment extrême, ou vous sollicitez beaucoup la machine pour appliquer des filtres, des choses comme ça. Les traitements audio, le traitement vidéo, mais il est très rare que vous allez très rarement entendre être gêné par le bruit de la ventilation sur un Mac de bureau ou sur un Mac de portable. Le Mac de portable qui possède un ventilateur, c'est uniquement le MacBook Pro. Mais le MacBook Air n'en contient pas. Ça, il faut le savoir. L'iMac, sauf erreur de ma part, il en contient un, mais je l'ai rarement entendu se déclencher. Voilà, ça, il faut le dire. Donc ça, 50-50 des deux côtés. Alors, autre point que j'ai noté, donc pour vous aider un peu à choisir, donc le choix va se faire donc pour moi, donc je l'ai dit, sur des raisons esthétiques. Donc voilà, vous voulez un Mac qui tourne forcément sous macOS, éventuellement installé en machine virtuelle un Linux, donc une Debian par exemple, ou une Ubuntu, je ne sais pas, peu importe ce que vous voulez, et installer Windows en virtualisation. Les deux machines se valent, il n'y a pas de problème, il y a de la puissance dans les deux cas pour faire ce qu'on veut, c'est pas un souci. Alors, ce qu'il faut voir par contre, c'est la différence va plutôt se jouer au niveau du coût. Par exemple, si vous achetez un iMac 24, vous n'avez plus rien à ajouter, en ce sens que l'iMac 24, il possède déjà, il intègre son écran, l'écran de 24 pouces, avec une très bonne définition, un écran Retina, et il est livré avec le clavier Apple, avec le Touch ID, il est livré avec la Magic Mouse, donc la souris sans fil Bluetooth Apple. Donc vous n'avez rien à ajouter, c'est un tout en un. Ça, c'est pas mal pour le Mac de bureau, mais vous payez forcément le prix, hein, puisque c'est pas gratuit. Le Mac Mini ou le Mac Studio, qui sont des Macs de bureau, on le rappelle, ils sont hybrides. Hein. Ils sont là parce que ce sont des Macs de bureau qu'on peut tout à la fois laisser sur un bureau posé et ne jamais les déplacer, mais on peut également choisir de les mettre dans un sac à dos et de les déplacer pour aller travailler en studio ou autre, hein, peu importe. Donc le Mac Mini et le Mac Studio, ce sont des Macs de bureau, mais je considère qu'ils sont pas tout à fait des Macs de bureau, ce sont des Macs hybrides. Donc ils sont à mi-chemin entre le Mac portable et le desktop. L'inconvénient de ces Macs de bureau, que sont le Mac Mini et le Mac Studio, c'est qu'il va falloir ajouter un clavier, une souris et puis un moniteur. Alors, si vous acquérez un clavier, on va dire par exemple un Magic Keyboard avec Touch ID, Obamo, hein, avec le pavé numérique, Obamo, ça coûte dans les 200 €. 229 le Magic Keyboard avec Touch ID et pavé numérique pour travailler confortablement lorsqu'il est en usage bureau, le Mac portable. Vous allez aussi devoir ajouter une centaine d'euros pour une souris. Et puis après, il n'y a pas de limite. Vous allez aussi devoir ajouter donc une centaine d'euros, voire un millier d'euros, hein, si vous prenez un Studio Display, pour un moniteur externe. Donc, l'idée c'est de dire qu'on peut facilement transformer un Mac Mini ou un Mac Studio, un Mac Mini M4 par exemple, ou un Mac Studio en Mac de bureau, mais que ça a un coût, et que ce coût revient finalement à acquérir un iMac 24, par exemple. Même si les configurations ne sont pas les mêmes. Mais voilà. Donc, quoi qu'il arrive, vous allez devoir quand même si vous décidez d'acheter un Mac Mini M4 ou un Mac Studio, par exemple, vous allez devoir quand même ajouter autour les périphériques nécessaires pour pouvoir en tirer parti. Donc il y a le problème du coût. Mais ce coût supplémentaire j'allais dire, ça peut valoir le coup en fait. Ce coût peut valoir le coup, sans mauvais jeu de mots, puisque finalement, vous allez disposer d'une machine que vous pouvez laisser de manière statique à la maison, ou que vous pouvez emmener
d'un point A à un point B, à condition d'avoir bien sûr un moniteur là où vous allez, une télévision pour pouvoir le brancher et pouvoir en profiter. Donc là, c'est vraiment une question de choix personnel. Mais comme je l'ai dit précédemment, c'est pas une question de puissance. La puissance est la même dans un Mac portable ou dans un Mac mini, Mac Studio ou iMac. Vous avez la même puissance. Donc ça, c'est pas un problème de puissance. C'est vraiment un problème de choix esthétique et de besoin. Enfin, même pas de besoin, puisque les besoins en fait, ils se recoupent avec la puissance de la machine. Donc, en termes de productivité, vous allez avoir la même productivité sur les deux supports. Et en général, les gens qui ont des MacBook Air ou MacBook Pro et qui veulent travailler à la maison, qui créent du contenu, qui tapent souvent avec le clavier, du texte ou autre, ils ont toujours besoin en fait d'un clavier supplémentaire, donc soit un clavier Apple, soit un clavier Logitech, peu importe. Ils ont souvent besoin d'un clavier et d'une souris pour pouvoir travailler de manière agréable à la maison, et voire même bien sûr d'un moniteur de grande taille. Voilà. Quand je dis grande taille, je pense minimum à un écran, à un moniteur entre 27 pouces, par exemple. Voilà, quelque chose d'un peu confortable. Hein, voilà, faut vraiment quelque chose d'un peu confortable. Donc, le choix ne se fait pas sur la puissance, mais il se fait sur l'usage et sur le confort. Ce que j'ai aussi noté par rapport à ça, donc, c'est la connectique. Avec un iMac, la connectique, généralement, elle suffit. Hein, vous n'avez rien à ajouter. Hein, vous branchez tout à l'arrière. Quoique les nouveaux, les derniers iMac M4, la version de base, il n'y a que deux ports USB-C. Hein. Il faut monter en gamme pour avoir plus de connectique. Donc là, dans tous les cas, ce qu'il faut retenir, c'est que en matière de connectique, ça suffira quasiment jamais, que ce soit un Mac de bureau ou un Mac portable. On a toujours besoin de brancher un concentrateur, un hub derrière, USB-C, pour pouvoir, comment dirais-je, pour pouvoir avoir par exemple un port USB 3, pour pouvoir avoir un port SD, brancher une carte mémoire dessus, etc. Donc dans les deux cas, en général, c'est rare que la connectique suffise. Dans les deux cas, vous allez devoir investir une trentaine d'euros dans un hub, un concentrateur, donc USB-C, pour améliorer la connectique. Ça donc, si le marché est égal dans les deux cas. Autre point, voilà, qu'est-ce qu'il y a encore? Voilà, donc au niveau, je voulais dire, au niveau de l'évolutivité, MacBook Air, MacBook Pro, iMac, pour moi, il y a quasiment aucune évolutivité, sauf les derniers M4 où on pourrait éventuellement changer le SSD, qui serait à peu près pas trop soudé sur la carte mère. Bon, voilà. Mais bon, ça reste réservé à un public initié. Mais pour moi, dans les deux cas, que ce soit le Mac de bureau ou le Mac portable, il n'y a aucune évolutivité possible. Donc, ce qui veut dire que quand vous allez passer à l'acte d'achat, il va falloir bien choisir une configuration musclée. Ah, d'accord? Donc, bien sûr, heureusement, aujourd'hui, ils sont tous livrés avec 16 Go de mémoire vive. Donc, ça, c'est super. On n'y pense pas. Mais il faudra, par contre, passer à un SSD qui a un minimum de 512 Go pour pouvoir travailler dans des conditions vraiment confortables. Puis après, si vous avez besoin de plus de puissance, vous allez brancher en Thunderbolt ou en USB-C un SSD externe, 1 Tera, 2 Tera, ce que vous voulez. Donc voilà. Donc par rapport à l'évolutivité des deux plateformes, portable ou bureau, c'est la même. C'est la même, sauf exception, bien sûr. Quand je dis l'exception, je pense toujours au Mac Pro. Le Mac Pro qui, j'espère, passera prochainement en configuration M4. Hein, voilà. Le Mac Pro, c'est ce qui débute à 8000 € et des poussières. Donc ça, c'est vraiment... voilà, bref, peu importe. Le Mac Pro, c'est le seul à pouvoir réellement évoluer. C'est-à-dire que c'est le seul où vous pouvez... Il y a un rack, il y a des racks, vous pouvez donc insérer des cartes audio, des cartes graphiques, voilà, le faire évoluer réellement.
ajouter plusieurs SSD, mais en un tournement, c'est-à-dire, c'est une machine, c'est comme on avait avant en fait, hein. C'est comme une tour comme on avait pour PC. On pouvait facilement l'ouvrir, puis ajouter des choses, augmenter la mémoire, changer la carte graphique. Donc c'est le seul qui est vraiment évolutif dans la gamme. Donc si vous avez besoin vraiment d'une vraie machine évolutive, donc pour lesquelles vous pourrez faire évoluer les composants, c'est vraiment le Mac Pro qui fait l'affaire. Mais moi je considère qu'aller investir de l'argent dans un Mac Pro, c'est presque une folie, puisqu'en fait, en termes de rapport qualité-prix, mieux vaut prendre un MacBook Pro haut de gamme. Mieux vaut prendre un MacBook Pro haut de gamme, c'est-à-dire, donc là, actuellement, on parle d'un 14 ou d'un 16 pouces, avec une puce M4 Pro, M4 Max, mais une configuration dès le départ qui est musclée. Par exemple, vous pouvez prendre une configuration je dis n'importe quoi, hein, à 4000 euros, avec 1 Tera de SSD, 36 Go de mémoire unifiée. Ben là, vous allez en avoir pour 7 ans, 8 ans, au niveau de la configuration. Hein. Donc, elle ne sera pas dépassée avant 7-8 ans. On peut le dire hein, largement. Tandis que pour un Mac Pro, il faut mettre le double. Donc je sais pas. Donc voilà. Donc pour moi le choix il est rapide. Mieux vaut prendre un MacBook Pro haut de gamme plutôt qu'un Mac Pro. Même si le Mac Pro semble plus évolutif, le MacBook Pro qui n'est lui pas évolutif, si on part sur une configuration musclée, on peut bien se passer de l'évolutivité. Et si on veut le faire évoluer, on passe par le port Thunderbolt 4, Thunderbolt 5. Voilà, c'est tout. Donc, ensuite, ce que je voyais comme point... Alors voilà, si vous vous posez la question, donc vous avez plus ou moins, je pense, compris quel est mon choix. Donc qu'est-ce qu'il faut choisir entre un Mac... Que faut-il choisir entre un MacBook portable ou un Mac de bureau, un desktop, en 2025 ? Pour moi, tout converge en un seul sens. Il faut choisir pour moi un Mac portable en 2025. C'est un Mac portable qu'il faut choisir. Puisque le Mac portable, je l'ai dit, il a la même puissance que le Mac de bureau. Il a l'avantage d'être mobile, puisque par définition, c'est un portable. Donc, et la connectique, c'est quasiment la même. Et si la connectique vient à manquer, on ajoute un concentrateur, donc on branche un hub USB-C. Bien sûr, vous pouvez utiliser votre MacBook Air ou MacBook Pro tel quel, avec son écran de 13 pouces ou de 15 pouces pour le MacBook Air, ou de 14 ou de 16 pouces pour le MacBook Pro. Et si l'écran n'est pas assez grand, vous le reliez via une Apple TV, donc sans câble, à votre écran de télé, vous le reliez à un moniteur classique, un moniteur Yamaha, un moniteur Dell, un moniteur BenQ, des moniteurs de très très bonne qualité, très bonne facture. Vous achetez ça sur Amazon, vous avez des très bons moniteurs, donc les moniteurs 4K, à un prix très raisonnable, qui vous permettront de transformer ce MacBook Air ou ce MacBook Pro en Mac de bureau. Donc voilà, vous pouvez prendre par exemple, je dis n'importe quoi, là je suis sur Amazon, vous pouvez prendre par exemple, on va partir sur un écran de bonne qualité, vous pouvez prendre un écran de 27 pouces pour moins de 400 euros. Un 4K, un BenQ, donc BENQ, donc la marque. Vous pouvez prendre, si vous voulez quelque chose un peu plus haut de gamme, un écran toujours de 27 pouces, LG, pour 457 euros. Voilà. Donc c'est pas ce qui manque, hein, les écrans. Ou bien, si vous aimez bien les écrans Dell, Samsung, etc. Tout y est. Donc, minimum 27 pouces pour travailler à la maison en usage bureau. Vous pouvez bien sûr brancher 2 ou 3 écrans, hein, s'il faut du montage vidéo, par exemple. C'est bien. Voilà, donc, il y a plus de souplesse, il y a plus d'adaptabilité dans le Mac de bureau. C'est vraiment ce que j'aime. Et si vous pouvez attendre, par exemple, le premier trimestre 2025, je vous conseille non pas d'acheter un MacBook Air M3, mais d'attendre le MacBook Air M4. Machine à tout faire, bureautique, montage vidéo,
montage vidéo, traitement audio, traitement photo. Donc si vous créez du contenu sur YouTube, si vous bloguez, si vous créez des podcasts, le MacBook Air il sert à tout. La bureautique, le jeu. Bah oui, parce que faut le dire, hein, on peut jouer sur Mac, hein. On peut jouer avec tous les jeux Steam. On peut facilement jouer à pleine puissance, à plein régime. Donc moi, je vous conseille vraiment, donc si vous posez la question en 2025, vous avez décidé de passer sur Mac, donc n'achetez pas un iMac, n'achetez pas un Mac Studio, n'achetez surtout pas un Mac Pro, mais achetez soit un MacBook Air, donc M3 maintenant, ou M4 dans quelques semaines. Attendez le M4, pas la peine de s'énerver, on prend son temps. Ou achetez, si vous voulez vraiment un Mac de bureau, achetez un Mac Mini M4. C'est vraiment le choix parfait. D'ailleurs, j'ai fait un podcast sur le choix, pour expliquer un peu les avantages de la nouvelle gamme M4. Vous pourrez le lire, c'est l'épisode précédent. Donc, il y a vraiment deux choix qui s'offrent à vous. Mais pour moi, le meilleur choix, c'est le MacBook Air M3 actuellement et M4 à venir. C'est celui-là qu'il faut acheter en 2025. Et si vous êtes vraiment pur et dur, vous voulez travailler que sur un bureau, que en mode sédentaire, et parfois amener votre machine chez un autre ou au bureau, le Mac Mini, c'est le deuxième choix. Alors, choix numéro 1, MacBook Air. Choix numéro 2, Mac Mini M4. Attention, j'ai bien dit M4. Donc, pas les configurations anciennes. Hein. Parce que c'est une machine ultra puissante qui permet de tout faire. Et macOS, actuellement, macOS Sequoia, c'est vraiment au top. C'est stable, ça plante pas. Si vous avez besoin d'installer Windows 11, vous le faites avec UTM, avec Parallel Desktop, par exemple. Si vous avez, ou bien avec VMware aussi. J'ai fait des tutoriels vidéo sur la chaîne YouTube, vous pouvez voir. Vous n'allez manquer de rien avec un MacBook Air. Et vous allez pouvoir faire tout ce qu'il est permis de faire sur un Mac, sur macOS en 2025. Donc j'espère que vous avez tout retenu. Je vais mettre quelques liens dans l'épisode du podcast, hein, vous pourrez lire, donc des articles, des dossiers plus argumentés, plus techniques, on va dire. Mais je pense que pour le grand public, le message est passé. Hein. On n'achète pas d'iMac, on n'achète pas de Mac Studio, on n'achète surtout pas de Mac Pro. Il faut acheter un MacBook Air. MacBook Pro, c'est vraiment pour ceux vraiment qui ont... Non, pour les rares cas, hein, mais le MacBook Air suffit. Ah, le M4, qui va venir. Le MacBook Pro, je ne le conseillerais même pas, personnellement, parce que la puissance de MacBook Air est telle que ça remplit vraiment toutes les fonctionnalités. Donc, choix numéro 1, MacBook Air. Choix numéro 2, Mac Mini. Là, vous ne serez vraiment pas déçus et vous allez vraiment entrer plein pied dans le monde macOS. Voilà, j'espère que vous avez tout compris. Si vous avez des questions, vous les posez soit sur la chaîne YouTube, soit en dessous de cet épisode. N'hésitez pas à commenter l'épisode, à vous abonner, donc à en parler autour de vous. Et si vous avez besoin de conseils plus détaillés, vous allez sur le forum.macplanet.com. D'accord ? Donc, merci à tous et à nouveau, bonne année 2025 à toutes et à tous. Merci.